Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Vanessa, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Hello Alexandra, ben ça va très bien. Merci infiniment de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir. Je sens que c'est un échange passionnant. Vanessa, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui es-tu ? Oh là là, vous avez 2 heures. Qui je suis? J'ai aujourd'hui 42 ans, 3 quarts. Je suis aujourd'hui coach et formatrice, mais j'ai été notaire pendant 17 ans. Je pense qu'on va en reparler, parce que j'ai vécu une reconversion assez importante. Aujourd'hui, je vis dans le sud de la France avec mon chéri et mes 2 chats, puisqu'on vient de recueillir un bébé chat d'1 mois et demi. J'ai l'impression d'être une jeune mère en bas âge, mais sinon, tout se passe bien. Et encore une fois, je vais prendre un grand plaisir à partager un petit peu ce que j'ai traversé avec toi. Ah, super. Et avant de partager le passé, on va Mhm. commencer par le présent. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais Mhm. à quel point ta vie fait sens par rapport Waouh! J'ai presque envie de dire 11, juste histoire de sortir des cases. à... Vas-y, tu peux. Ah non, vraiment la 11 parce que j'ai vraiment réussi à créer une vie que j'aime appeler sur mesure. Là où pendant quasiment 40 ans, j'ai vécu la vie, les objectifs, les attentes des autres, comme peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et bon sang, quand on met enfin un jean qui est à sa taille, ça fait du bien. Et ben là, c'est un peu pareil. J'adore la métaphore. Tu crois que c'est une crise de la quarantaine, ce que tu as fait, du coup? Ah là là, je sais pas, mais franchement, quand bien même, mais je la souhaite à tout le monde. Ah, C'était soit je changeais de vie, soit j'achetais une décapotable. Je me suis dit, oh, allez, quand même, changer de vie, ça va être plus rigolo. Mais je sais pas si on peut parler de crise de la quarantaine, tu vois, parce que je trouve qu'il y a un peu une injonction sociétale là-dedans. Ah, c'est bon, elle nous a fait sa crise, ça y est, elle a 40 ans. Et tu vois, avec l'outil que j'utilise, on en reparlera, il y a une explication à ces 40 ans. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en background vers 40 ans, où quelque part, un peu, on a nos valeurs de vie qui nous reviennent pleine face. Et je pense qu'on est nombreux à cette... Alors, 40 ans, c'est pas 40 ans et un jour, mais tu vois, 35, 42, 43. On est pas mal à se dire, alors attends, comment ça se passe? Je re-signe pour 20 ans comme ça ou carrément. En tout cas, c'est ultra encourageant pour ceux qui sont pas forcément alignés avec eux, Ah ont une, oui. pas pleine de sens. C'est totalement possible. Et justement, si tu devais revenir un peu sur ce déclic qui t'a fait dire, je suis pas à ma Hmm. place, ça a été quoi? Alors, j'aimerais bien me dire qu'il y a eu un déclic, mais en fait, il n'y en a pas eu. Ça a été une succession de petites frustrations, de prises de conscience. J'étais notaire associé de mon propre fils en région lyonnaise. Beau collègue, s'il m'écoute. Et il y a vraiment une espèce de, comme un espèce de mal-être un peu insidieux qui s'est installé jour après jour. On commence à traîner un peu des pieds, ce qui nous passionnait avant nous passionne plus. On commence à s'énerver, on est de plus en plus fatigué, comme une lente dégénérescence de qui on était. Et il y a vraiment, alors est-ce qu'on peut parler d'un déclic? Moi j'aime bien le terme wake-up call. Il y a vraiment eu un matin, je me réveille, je vais dans ma salle de bain, outre le ouf de tête. J'ai vraiment eu ce truc de me dire, ok, là, tu vas avoir 40 ans, j'en avais 39 à l'époque. Et vraiment, je me suis dit, est-ce que ça va être ton quotidien pour les 20 prochaines années? Et j'ai ressenti un- une espèce de poids dans la gorge, comme si on m'étranglait, comme si on m'étouffait. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais à ce moment-là, ça s'est arrêté là parce que je me sentais totalement coincée dans ma vie. À cet instant, c'était plus, peut-être que ceux qui nous écoutent sont en train de le vivre ou l'ont vécu, un espèce d'état des lieux de je ne sais absolument pas comment m'en sortir, je suis coincée, j'ai acheté les parts d'une entreprise, c'est...
a posteriori, encore plus compliqué de quitter une boîte que quitter un mari, euh, avec un cadre de vie qui était très confortable, une magnifique cage dorée. Et je me suis dit, mais je suis coincée en fait, c'est trop tard. Mais j'ai quand même senti faut que je fasse quelque chose. Et c'était le début d'une réflexion un peu plus grande, puisque à l'époque, alors, donc j'avais 39 ans, donc on est en 2000, allez, 2018-2019. Et tu vois, par exemple, le coaching, je savais pas que ça existait. Moi, pour moi, un coach, c'était un coach sportif, tu vois. Donc non, j'avais pas besoin de kettlebell. J'aurais aimé savoir que ça existe. Et c'est comme quoi la vie est bien faite. Parce que tu commences à tomber sur un truc sur Instagram, un podcast, et tu commences à entreapercevoir qu'une autre réalité est possible. Et je pense qu'il y a plein de personnes pour qui euh, juste de ne pas savoir que ça existe ailleurs, que c'est possible, se limitent énormément dans leur choix. C'était mon cas. Et vraiment, enfin, je n'avais aucune idée de ce qu'était l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai fait ce que beaucoup de personnes font, je pense. Je suis allée voir mon compte CPF et j'ai fait un bilan de compétences. Ouais. Et j'ai commencé par ça. Ok. Et pardon. Tu as parlé de, toi, il y a eu un compte Insta, j'ai écouté des podcasts, Ouais. etc. Il y a des comptes Insta que tu as encore en tête ou des podcasts qui t'ont aidé justement à t'ouvrir le champ des possibles? Ah oui. Il y en a notamment un, et en plus, je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui, je vais faire passer son hôte dans ma formation, qui est le podcast de Safia Gourari, qui s'appelle Build Yourself. Et je crois que j'ai écouté le premier épisode, c'est marrant parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, je crois que c'était l'épisode 11 en avril 2019 ou un truc comme ça. Et vraiment, ça a été mon premier contact avec l'entrepreneuriat. Et les algorithmes étant bien faits, quand on commence à en écouter un, on en propose d'autres. C'est là où j'ai découvert celui d'Aline Bartoli, Je peux pager business. Et ça m'a permis véritablement de commencer à me dire, ah ouais, non, en fait, il y a des gens qui travaillent sur Internet et en plus, ils en vivent. Parce que enfin, j'étais notaire, moi, à ce moment-là. Donc, si tu veux, sortie de Word et d'Outlook, voilà, hein, mes compétences étaient limitées. Donc, c'est vraiment cela. Compte Insta, attends, je réfléchis à l'époque, mais... Alors, pas tout à fait à ce moment-là, mais peu de temps après, je suis tombée sur le compte de Maëlan Faure aussi, que je trouve précieux quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est pleine de bons conseils, qui est une ancienne juriste également. Donc, c'est un peu, voilà, cette nouveauté qui m'a fait toucher du doigt, encore une fois, que une autre histoire était possible. Mais j'avais encore ce frein de ouais, mais moi, je peux pas. Moi, ça marchera pas. Moi, je suis coincée. Moi, j'ai fait 8 ans de droit, je vais pas tout envoyer balader. La pression sociale, oui, mais moi, j'ai le crédit de la maison. Toutes ces histoires qui, avec le recul, je comprends, n'en sont que des histoires aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment ma réalité. Je me sentais vraiment coincée. Et tu avais déjà une idée de quoi lancer? Parce que justement, tu avais l'air d'être intéressé à l'entrepreneuriat. Absolument pas. Absolument pas. Moi, j'ai fait ce bilan de compétences. Alors, on va être très honnête, pas servi à grand-chose. Si ce n'est, en tout cas, pour la première fois, m'autoriser un temps où je m'interrogeais vraiment sur ce que je voulais faire et ce que j'aimais. Hmm. Et c'est aussi à la même période que j'ai découvert l'outil que j'utilise aujourd'hui, parce que, à mon avis, on est peut-être nombreux à avoir vécu ça. Tu sais, à un moment, quand on se demande, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? On peut aussi avoir tendance à dire, attends, vas-y, je vais trouver un médium, je vais trouver un voyant, je vais trouver n'importe qui va me dire pourquoi je suis faite. J'étais allée voir un astrologue pour ma part. Ah ben voilà, moi je crois que j'ai tout fait, les tarots, tout ce que tu veux. N'importe qui pouvait me dire ce que je faisais, c'était bon. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur le human design, le design humain dont on va parler après, qui n'a rien de prédictif, mais qui par contre permet de se connaître et de se comprendre. Et là, j'ai commencé à avoir des clés. Et ensuite, malheureusement pour ma part, j'ai attendu avant de quitter ma situation professionnelle que vraiment ça devienne une question de survie. Donc moi, je suis vraiment partie. Alors, je peux pas te dire du jour au lendemain parce que quand tu es officier public, je me dis c'est plus rapide de divorcer que de partir. Mais moi, j'ai vraiment attendu que ça aille mal pour partir et dire, OK, je vais décider plus tard. J'ai besoin de ce sas de décompression. Quand Donc tu dis que ça vraiment, aille vraiment, mal, c'est que tu as fait un je savais pas. burn-out. Pas diagnostiqué en tout cas, parce que j'étais très dans le, oui, mais moi ça va bien. C'est pas aller voir un médecin, j'ai pas de rhume, va me donner du Doliprane, ça sert à rien. Donc, pas diagnostiqué, mais effectivement, avec le recul,
la perte de sens, la fatigue, les problèmes de mémoire aussi, problèmes de concentration, très compliqué. Alors pour un notaire, je t'en rigole pas, de lire un livre, de me concentrer, des erreurs bêtes, enfin, vraiment, je sentais que j'étais en train de décrocher. Donc, en tout cas, j'ai pas été coincée dans mon lit à ce moment-là, mais j'ai bien senti qu'en fait, j'étais arrivée à une phase où même, ne serait-ce que les négociations pour partir, c'était, vas-y, prends ma chemise, prends tout ce que tu veux, prends ma baraque, mais laisse-moi me barrer en fait. Ouais. J'en étais arrivée là, mais sans aucun projet quelconque. Et du coup, tu as quitté ton job, tu es sans job, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, je te tease le truc de ouf. Ouais. En fait, c'est même pas la problématique avec le notariat, c'est qu'il y a cette histoire de racheter des parts et on peut pas les vendre à n'importe qui. Il faut trouver quelqu'un qui reprend notre participation. Donc en fait, il y a eu la décision avec mes associés de l'époque que j'arrête. Puis il y avait toutes les démarches administratives qui traînaient, y compris quelques mois derrière. Mais effectivement, je quitte l'étude, je fais le pot de départ. Ça faisait 11 ans que j'y étais. Trop bizarre. Euh, et puis, moi, ce que je fais, c'est que je change tout. Alors ça, c'est très particulier à moi, c'est ma façon de faire. J'ai plutôt tendance à, quand je prends des virages dans ma vie, je brûle tout ce qu'il y avait derrière. Donc, je venais déjà, à ce moment-là, de quitter mon ex-mari. Ça s'était fait 2 ans avant. Pareil, vraiment, est-ce qu'on peut parler de perte de sens dans un mariage? Mais en tout cas, il n'y avait plus de lien romantique, en tout cas, entre nous. Et j'étais en train de refaire ma vie avec quelqu'un avec lequel je suis toujours aujourd'hui, qui vivait dans le sud de la France. Moi, j'étais en région lyonnaise. Donc, je quitte mon boulot. Je te promets, je crois que dans la même semaine, je déménage. Je vends ma baraque. Je m'installe à Montpellier. Et une fois l'installation passée, je me suis retrouvée dans mon salon. Bon, très bien, Vanessa, ça c'est fait. Maintenant, on fait quoi? Et je trouve pareil sur Insta une coach. Une coach de vie, Géraldine, si elle m'écoute, qui vit à Londres, qui est francophone. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle partageait. Et souvent, c'est guère plus compliqué que ça, une question d'énergie, de vibe de la personne. Et j'ai dit, ben écoute, je connais pas, on va tester. Et je me suis fait coacher pendant 3 mois. Et là, vraiment, j'ai réussi à mettre le doigt que ce que j'aimais le plus dans mon métier de notaire, et ça, c'est hyper important parce que ça m'a permis de prendre conscience que notre passé va nous servir dans notre futur. Ce que j'aimais le plus en tant que notaire, c'était pas la technicité des contrats, c'était vraiment m'asseoir à une table et dire à mes clients, OK, comment je peux vous aider aujourd'hui? Et ça, le côté conseil, mentorat, et qui après est devenu du coaching, bah, j'ai commencé à toucher du doigt, à dire, mais en fait, j'aime ça. Et du coup, bah, peut-être que je pourrais faire ça. Et je suis vraiment partie en mode, écoute, t'as pas d'autre idée, tente, tu verras. Moi, j'ai fait le choix de me former au coaching, d'être certifiée, parce que c'était assez important pour moi en termes de légitimité, de tout ce qu'on veut. Utile ou pas, c'est pas la question. J'en avais besoin à ce moment-là. Et là, ça a été la révélation. J'ai kiffé. J'ai dit, mais je suis en train de devenir un Jedi, les gars. C'est un truc de dingue. Je te fais des trucs avec les mains, je te change ton avis. Enfin, j'ai adoré être dans l'humain, j'ai adoré me dire, en fait, là, vous êtes en train de m'expliquer que je peux bosser d'où je veux avec, limite, mon smartphone et une connexion Internet, quoi. Hmm. Mais la révolution. Parce que dis-toi que moi, en tant que notaire, par exemple, même pendant la période Covid, j'ai pas connu le télétravail. Parce que le notaire avait l'obligation légale d'être présent dans ses locaux. Ah oui. Il devait être physiquement présent. C'est-à-dire qu'on était les trois associés comme trois couillons aérés comme des âmes en peine dans les locaux de l'étude avec aucun collaborateur. Donc, tu vois, j'ai pas connu le télétravail, le fait de pouvoir travailler. Ma présence physique était nécessaire, comme peut-être un coiffeur ou d'autres métiers comme ça. Et là, je me suis dit, attends, 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 attends. Je peux créer un métier que je kiffe et gagner de l'argent en restant dans mon salon. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai rencontré des gens extraordinaires, je me suis nourrie et pour quelqu'un qui, tu m'aurais rencontré avant, tu m'aurais dit, OK, Vanessa, c'est quoi tes passions? Je t'aurais dit, bon, j'en ai pas. Mais vraiment, j'en ai pas. J'en ai jamais eu enfant, j'en ai pas. Et là, pour le coup, découvrir le fonctionnement humain, je dis, oulala. Ah bah alors là, on vient de déclencher un truc. Et je me Ouais. suis jetée à corps perdu là-dedans pendant un an. J'ai vraiment pris mon temps. Moi, je me décide vite, mais je prends du temps. Et le temps de tout construire. Et cette fois-ci, je voulais vraiment me dire là,
refais pas la même connerie. Demande-toi bien chaque fois, est-ce que ça te plaît toujours? Comment tu veux le faire? Quelles règles du jeu tu veux respecter pour que presque quelque part cette fois-ci ça soit la bonne, tu vois. Hmm. C'est ultra, ultra inspirant. Euh, Quand tu dis refais pas la même connerie, pour toi, justement, ça a été quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le notariat et Mm. qu'est-ce que tu aurais, entre guillemets, préféré choisir, dû choisir? Tu vois, quand j'étais petite, moi je voulais devenir Lois Lane. Je voulais pas devenir journaliste, je voulais devenir Lois Lane. Mais blague à part, en fait, je suis arrivée au notariat, je connaissais rien de ce métier. Je n'ai aucun membre de ma famille qui soit de près ou de loin dans le juridique. Euh, Mes parents n'avaient pas fait de très longues études. Un papa dans la grande distribution, une maman au foyer. Vraiment, j'ai aucun modèle là-dessus. Et en fait, pour ma part, et c'est peut-être le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'ai suivi les rails. Une scolarité classique, bien, des facilités. Le bac, bon, bac éco, classique. Et puis tu arrives là et tu te dis, OK, tu veux faire quoi? Aucune idée. Et qu'est-ce qu'on te dit? Bah écoute, fais du droit. Ça te servira toujours. Tu rentres en fac de droit, puis moi je suis un bon petit soldat, tu vois. Tu me mets sur des rails, et ben j'avance. Et j'ai même changé de filière en pleine maîtrise. Vraiment, mais je ne savais toujours pas quoi foutre de ma vie, hein. J'arrive en maîtrise de droit. Alors, attends, pour les, pour les boomers, ça a changé. Je crois que c'est M1 maintenant. Euh, J'étais en droit civil et en fait, on avait un cours en commun avec la maîtrise droit notarial. On avait cours de droit immo. Et je fais ce cours-là, je dis, ah putain, mais hyper intéressant l'immobilier, viens, je change. Voilà, hop, on change de rail, je bifurque et je continue tout droit. École de notariat, grand oral, mémoire, premier job, et en avant Guingamp. Et en fait, je me suis aperçue avec le recul qu'à aucun moment, je ne me suis jamais demandé, et personne ne m'a jamais demandé, qu'est-ce que tu aimes faire? T'es qui? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et je trouve que malheureusement, c'est exactement ce qu'on est en train de reproduire. Après, je pars sur un autre truc, mais sur le Parcoursup. On demande à des gamins de 17-18 ans de OK, vas-y, trouve ta voie. Alors qu'on en a plein et on s'autorise pas à expérimenter. Hmm. Donc, tu vois, peut-être qu'est-ce que j'aurais aimé. Alors, je ne sais toujours pas ce que j'aurais aimé faire parce que je pense pas que j'aurais pu avoir conscience de mon appétence sur le coaching ou l'accompagnement à ce moment-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aurais bien aimé qu'on s'intéresse un peu plus à mes valeurs, mes besoins, mon système de pensée, mon développement que me faire choisir un métier sur une liste, en fait. Ouais, carrément. Et je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, le but, c'est pas de faire des grandes réformes, mais je pense qu'on aurait une société bien différente si on avait plus de cours de dev perso, de gestion de budget ou d'investissement. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Moi, savoir comment calculer un parallélépipède rectangle, aujourd'hui, ça m'aide plus, hein, je vous le dis. Et je pense que ça changerait bien des choses. Ouais, je suis tellement alignée avec toi. Je comprends pas qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur le cerveau humain, etc., qu'on n'ait pas des cours, même, tu vois, ok, peut-être pas développement personnel, mais rien que soft skills, tu vois, des trucs Juste, vraiment ah, utiles dans la franchement, vie. c'est ça. Soft skills et franchement, budget. Ouais, et budget, carrément. Ça serait un truc de ouf, quoi. Enfin, après, bon, j'ai ma petite théorie sur notre éventuelle liberté de penser, mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense que ça aiderait tellement plus que... je veux pas les profs de maths en PLS. J'ai rien contre le théorème de Pythagore, mais en tout cas, ça manque. Et je pense que c'est ces questionnements d'introspection-là, de savoir, OK, je suis qui? C'est ça qui m'a manqué à l'époque. Ouais. Donc, ne sachant pas qui j'étais, eh bien, j'ai écouté ce que les autres pensaient. Ce que je pense on est beaucoup à avoir fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, s'il y a quelqu'un qui se pose cette question, mais je suis qui? Mhm. Tu lui donnerais quel conseil pour trouver justement bah, qui je suis? Hmm. Alors, il y a plein de conseils que je peux donner, mais bien évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Euh, Mais de toute façon, ce serait vraiment de prendre un temps d'introspection et aller se tourner vers le dev perso, parce que comme son nom l'indique, il est personnel. Donc, il n'y a pas une bonne façon de faire. Et parfois, je me dis, plutôt que collectionner les bouquins de dev perso, si on en prenait au moins un et qu'on faisait tous les exercices de A à Z, ça nous aiderait grandement.
mais ce serait ça. Et moi, c'est cet outil qui a tout changé dans ma vie pour me connaître, c'est le Human Design. Il y a plein d'autres outils de connaissance de soi. Le MBTI, ce test-là qui nous fait des séries de lettres. Je crois que sur Internet, on le trouve sous le nom des 16 personnalités, Ouais, qui nous dit ENFJ, IN, je sais pas quoi. Le disque, les jaunes, bleus, vert, rouge, tu vois, moi je suis jaune et bleu. L'énéagramme, par exemple. Tout ça, c'est des outils hyper intéressants. Ne pas hésiter à les cumuler. Mais moi, j'ai trouvé celui qui, à mon sens, est beaucoup plus puissant que tous ces outils-là, c'est le Human Design. Et c'est tellement un outil qui nous donne notre façon de fonctionner, notre mode d'emploi, exactement comme si on soulevait le capot pour aller voir, OK, t'es quoi comme moteur? Tu fonctionnes comment? Tu ronronnes à quel régime? C'est quoi les bitoniaux qui clignotent sur le tableau de bord? Que ça a changé absolument toute ma vie. et justement, si on parle un peu du human design, Mhm. je dois t'avouer que j'en entends beaucoup parler, que c'est dans ma to-do list des choses sur lesquelles me renseigner, mais que ça reste dans les actions non prioritaires, donc dans cette to-do list qu'on ne fait jamais. Comment ça marche le human design? C'est basé sur quoi? Alors, le Human Design, c'est un outil dont l'algorithme est calculé avec de l'astrologie. Il y a également les chakras, le I Ching chinois, qui est un système de divination chinois, la Kabbale, et également de la physique quantique pour toute la théorie des champs quantiques, de l'épigénétique et des neurosciences. Et tout ce joyeux mélange fait qu'avec seulement nos données de naissance, date, heure et lieu de naissance, ça génère un schéma corporel qu'on appelle le bodygraph, une espèce de cartographie du câblage énergétique de la personne. C'est un outil qui a une construction ésotérique, mais comme j'aime bien le rappeler, souviens-toi que c'est un ancien notaire de 42 ans qui t'en parle. Donc je ne suis pas très familière avec les cérémonies un petit peu perchouilles. Donc moi j'ai cette particularité de l'amener de manière extrêmement pragmatique et concrète. Donc c'est ce mélange de toute cette cartographie qui fait que je connais même pas la personne en face de moi, mais avec ces données-là, je peux te dire comment tu fonctionnes, comment tu gères ton énergie, comment tu trouves tes opportunités, comment tu prends tes décisions, quels sont tes talents, tes faiblesses, tes vulnérabilités. À part ton taux de cholestérol, je peux tout savoir uniquement avec cette carte-là. Et Et pour du coup, soi, ça part du concept que en fait, tu nais avec une carte prédéfinie. exactement. Ça part du concept que on s'incarne dans un véhicule qui est notre corps et que il y a une espèce de symbiose entre notre construction de l'esprit, qu'on va appeler le design, l'inconscient, et le véhicule, le corps, et la partie consciente de notre mental qu'on appelle la personnalité. Et la symbiose des deux, personnalité et inconscient, forme ce bodygraph qu'on étudie. Et effectivement, ça part du postulat que on est incarné pour une raison, pour une mission de vie, pour un certain apprentissage, et qu'on est une pièce d'un puzzle plus grand, et que notre mission est de trouver la vocation de cette pièce de puzzle, de jouer notre rôle, et que bah, si tu es la pièce de puzzle qui va au milieu, il faut que tu arrêtes de te prendre pour un coin. Ouais. Donc de retrouver sa juste place pour que ça soit plus fluide en fait. Et il y a des, entre guillemets, human design types, si Ouais. si j'ai bien suivi. Mhm. Ça veut dire que tous les types de human design ont un peu la même mission de vie? Comment ça marche? Alors, c'est vraiment un outil qui va s'analyser, déjà par un professionnel, parce que si vous allez générer votre schéma, bonne chance pour comprendre le sens des triangles et des carrés, euh, qui se lit en entonnoir. Donc en fait, il y a énormément de degrés de lecture qui vont des généralités à un niveau de granularité et de précision de plus en plus profond qui fait que chaque bodygraph, à part les vrais jumeaux, sera unique quelque part. Et ça permet déjà, dans la façon dont on gère notre énergie, dans la façon dont notre aura fonctionne, oui, au premier niveau de lecture, on commence à découper en 5 types énergétiques. Je fais un petit disclaimer tout de suite, puisque dans la rigueur des textes, on parle de 4 types énergétiques, qui sont les générateurs, les manifestors, les projecteurs et les réflecteurs. Mais dans la famille des générateurs, en fait, il y en a deux, le générateur pur et le manifesting generator. Moi, j'aime bien le traiter à part entière, c'est pour ça que je parle de 5. Donc, on a ce premier niveau. Et en fait, juste de par un petit peu la façon dont fonctionne notre mécanique énergétique,
Ça va un peu déterminer un rôle pour chacun, un premier niveau de compréhension, tout en rappelant également que l'human design n'a absolument pas vocation à nous mettre dans des cases. Il est là pour nous permettre de prendre conscience de ce qui est le plus juste pour nous. Mais si ce qui est le plus juste pour nous n'a rien à voir avec le design, c'est parfait, on continue comme ça. Les générateurs et manifesting générateurs, c'est plutôt les bâtisseurs, les faiseurs. Moi, dans ma tête, c'est plutôt les bateaux remorqueurs. Tu vois, on est là pour donner de l'énergie aux autres, de l'impulsion. Les projecteurs, ce sont clairement les guides. C'est le phare. Ce sont ceux qui sont vraiment là pour guider les autres, qui voient ce que les autres ne voient pas. Le manifesteur, je crois que je vais rester dans la métaphore maritime. Le manifesteur, c'est la capitainerie. Il est là pour donner la vision. Il est là pour vraiment partager sa façon de voir les choses, pas forcément pour exécuter. Et puis, on aurait le dernier, le réflecteur. Ah, du coup, là, j'ai plus d'idées dans la métaphore. Le réflecteur est le plus rare. Il ne fait que 2% de la population. Et c'est un type énergétique qui a pour vocation de faire le lien entre les gens et de prendre un petit peu le pouls de sa communauté. Donc, on a déjà, en quelques mots, un peu le rôle de chacun. Mais encore une fois, le but n'est pas de s'y enfermer. Mais de par l'énergie même métabolique disponible, qui n'est pas la même selon chacun de ces 5 types, ça va venir dessiner une façon de se comporter qui est la plus juste pour soi et qui permet comme ça de dessiner un petit peu un rôle pour chacun. Ok. Mais c'est vraiment là, c'est le premier flocon du début de l'iceberg. Et du coup, tu peux donner un exemple concret avec toi, comment Mhm. ton human design te permet au quotidien justement de designer une vie qui fait pleine de sens. Vous avez 2 heures là aussi. Alors moi, je suis générateur sacral 5-1. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que générateur, moi, mon boulot, c'est de donner de l'énergie aux autres. C'est vraiment générateur, générateur, hein. Tu vois, un générateur électrique, une vieille pompe électrique, c'est ça le générateur. Moi, mon boulot, c'est de faire tourner ma machine interne avec un seul et unique carburant, la satisfaction. Chaque type énergétique a son carburant. Plus je fais quelque chose que j'aime, plus je rayonne, plus je m'enflamme, plus je donne de l'énergie aux autres. Et ainsi, c'est quelque chose qui me permet, en le transposant dans ma vie, notamment dans mon business, d'avoir une excellente boussole sur qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui n'est pas fait pour moi. Par exemple, pour un générateur et un manifesting générateur, parce qu'on fonctionne à peu près pareil, trouver les activités et même les micro-tâches quotidiennes qui te mettent plus en énergie quand tu les as terminées que lorsque tu les as débutées, c'est une métrique que c'est fait pour toi parce que ça t'allume, ça te monte en énergie. Même dans ma communication, les générateurs et les manifesting générateurs sont là vraiment pour communiquer leur passion, leur feu intérieur, pour partager leur background, pour partager à quel point ils kiffent, ils rayonnent. Ce sont des soleils. D'être générateur sacral. Sacral, ça veut dire quoi? Chaque type énergétique, chaque personne a une façon de prendre ses décisions qui lui est propre. Le HD part du principe, donc HD pour Human Design, le HD part du principe que notre mental n'est pas fait pour prendre des décisions, parce qu'il est intégralement matrixé par ce qu'on se croit capable de faire, notre éducation, comment on a été dressé en quelque sorte, on appelle ça le conditionnement. Le HD revient à une prise de décision qui est plus dans les ressentis et le corps, selon les personnes. Moi, l'autorité sacrale, c'est quoi? Tout se passe dans mes tripes. Mon ventre a la réponse avant ma tête. Si c'est un oui ou si c'est un non, et notamment si c'est un non, je vais très facilement l'identifier parce que ça va tout se verrouiller. A contrario, quand c'est un oui, je vais avoir envie, comme un petit peu mon plat préféré. Savoir très exactement comment reconnaître mes oui et mes non, moi, au quotidien, ça aide énormément. Parce que je ne fais plus de liste de pour, de contre. Je sais immédiatement, ça c'est un oui, ça c'est un non. Et puis d'être 5-1, on appelle ça le profil. Il y a 12 profils possibles. Donc là, tu vois, on est en train de descendre dans les couches du body graph. Il y a 12 profils possibles. Le 5-1, on l'appelle le problem solver. Il est là pour amener des solutions pour le plus grand nombre, basées sur son expertise et ses connaissances théoriques. Et c'est très exactement ma zone de génie. Donc tu vois, l'human design, euh, alors notamment quand on le découvre adulte, tu vas pas te dire, ah purée, ah, j'avais jamais vu ça de moi. Non.
Mais par contre, tu vas avoir un vocabulaire sur des ressentis très précis et parfois des façons de faire, des attitudes sur lesquelles tu portais pas vraiment ton attention peuvent devenir de véritables process sur lesquels tu vas pouvoir te reposer sans plus avoir besoin de réfléchir. Et tout va venir de manière beaucoup plus fluide. Et un dernier point que je voudrais mettre en avant sur en quoi ça m'a changé moi et dans mon quotidien et ma vie, c'est que ça met aussi en lumière que j'ai un fonctionnement qui m'est propre, mon conjoint a un fonctionnement qui lui est propre, ma mère a un fonctionnement qui lui est propre, mes clients ont un fonctionnement qui leur sont propres. Et ça me permet une hyper personnalisation de chacun de mes rapports, de chacune de mes relations sociales, quelles qu'elles soient, pour vraiment rendre à l'autre son unicité. On appelle d'ailleurs le human design la science de la différenciation, de revenir à qui on est, qu'on ne fonctionne pas comme l'autre et qu'on arrête de projeter sur l'autre notre façon de penser, nos croyances, ce qui est normal pour nous, qui n'est pas forcément pour lui. Et je trouve que quand on est dans l'accompagnement, mon Dieu que c'est précieux. Et tu arrives du coup à deviner le human design, générateur, manifestateur, Ouais, etc. de à la force, ouais. personne sans avoir sa date de naissance? Oui. Alors, des fois, je me plante, hein. Mais à force, oui. Et d'ailleurs, je rends mon conjoint fou avec ça, parce que je le fais avec les films. Tu vois, moi, dans ma tête, je suis sûre que Harry Potter, il est manifesting generator, tu vois. Ça me Donc, donne ouais, de... ouais, à force, je le fais. Puis des fois, quand c'est des personnalités ou... Par exemple, le dernier, c'était... on avait regardé le documentaire sur Arnold Schwarzenegger sur Netflix, qui est excellent d'ailleurs, qu'on aime l'acteur ou pas. Et du coup, je me suis amusée à deviner. Et après, je suis allée voir, oh, bien joué, Vanessa, t'avais trouvé tout de suite. Donc, ouais, à force, je le sens, je le repère. Ah, ultra intéressant. Ah, c'est... Et- En fait, tu vois, dans ma tête, c'est un peu comme, tu vois, le film Matrix. C'est limite, je vois plus des gens, je vois des triangles et des carrés. Je vois, en fait, comme une horloge, le fonctionnement qui est en train de se jouer, les interactions qui sont en train de se faire entre l'ego, les émotions, l'identité. Et vraiment, c'est comme si j'avais la solution du jeu vidéo avant de jouer. Et je trouve que dans l'accompagnement dans l'humain, eh bien moi, ça me permet quasiment de faire une IRM du fonctionnement de la personne avant d'intervenir avec elle. Hmm. Ah oui, ultra intéressant. Ah, J'irai c'est creuser précieux, en quoi. détail. J'irai creuser ça plus en détail. Ah bah oui, avec plaisir. Je vois le temps qui défile. Mhm. Oui, ça Euh, c'est un autre défaut, hein. Moi, quand tu mets une pièce dans le jukebox sur un truc qui me passionne, on mais peut c'est faire ultra l'après-midi intéressant. en petit chat, hein. Et je pense qu'on entend de plus en plus parler du human design. Oui. Il y en a beaucoup qui doivent être comme moi en mode c'est un truc qu'on parle, mais ça a l'air cool, mais voilà, j'en sais pas plus. Mhm. Donc j'ai trouvé ça, en tout cas à titre personnel, ultra intéressant ce que tu nous partages. Tu aurais un dernier conseil à partager à ceux qui justement recherchent plus de sens dans leur vie, une vie pleinement alignée? Moi, j'aime beaucoup Tony Robbins, que j'ai eu la chance d'aller voir en Angleterre quand il est passé. Il a cette phrase qui, pour moi, résume tout. La qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Et je pense qu'on est extrêmement nombreux à être en pilote automatique, parce que pour plein de raisons, parce que voilà, on a suivi les traces, le chemin, le poids des parents, les enfants, le quotidien, tout ce que tu veux. Et que je pense qu'il ne peut pas y avoir de vie alignée ou qualitative si on ne s'octroie pas de manière très régulière vraiment des temps d'arrêt, des pauses. Que ça soit en se faisant accompagner ou pas, encore une fois, de prendre un bon bouquin de dev perso, un cahier, un crayon et de faire tous les exercices. Mais je pense qu'il est absolument essentiel de casser cette routine, cette roue du hamster qui ne s'arrête jamais et de prendre un temps, un week-end, aller un après-midi, juste pour se dire, OK, vas-y, je suis qui? J'aime quoi? C'est quoi mes valeurs? Et par exemple, pour trouver ce qu'on aime, il y a un petit exercice là que je peux partager, que j'aime beaucoup, qui est extrêmement puissant, qui est tiré, pour ceux qui connaissent, de l'exercice des valeurs de John de Martini, mais en version beaucoup plus light. C'est de comprendre qu'on a quatre ressources dans la vie. Notre temps, notre énergie, notre argent et nos pensées. Dans quoi vous les dépensez? Et notamment par choix. Quand vous avez le temps, quand vous avez fini les corvées, que vous avez du temps libre, vous faites quoi de votre temps? Une fois que tu as payé tes charges, tu fais quoi de ton argent? Tu le dépenses dans quoi? De quoi, à quoi tu penses le plus souvent? Qu'est-ce qui occupe tes conversations de manière naturelle avec tes amis?
et dans quoi tu dépenses ton énergie, dans quoi tu es naturellement motivé. On n'a pas besoin de te le redire 10 fois. Et d'aller observer ce qui se passe dans notre quotidien, dans quoi inconsciemment on choisit de dépenser ses ressources, temps, argent, pensée, énergie, de le mettre en lumière et de définir comme ça ce qui est le plus important pour nous. Et de voir par la suite potentiellement, OK, avec ça, est-ce que je peux en faire un métier? Est-ce que je peux être payée pour ça? Et je pense que ce temps de pause dans notre quotidien, il est aujourd'hui essentiel. C'est ultra intéressant ce que tu dis et il y en a qui vont penser que je t'ai payé pour dire ça. Parce que c'est le concept du podcast, justement, c'est en plus de finir l'épisode avec une question de coaching à méditer en marchant pour faire un break. Ah bah Donc, voilà, parfait. Je ne savais, vraiment, en plus, je ne savais pas du tout. c'est pour ça. C'est génial. Mais en t'écoutant, je me suis posé une question, Ouais. peut-être d'une limite de cet exercice. Ceux qui sont en mode pilotage robot, métro, boulot, Mhm. dodo, ils vont mettre leur temps, leur énergie, leur pensée, leur argent dans un prêt pour rembourser la Mhm. maison, dans leur boulot qu'ils aiment pas, dans la tête, dans le boulot qu'ils aiment pas non plus. Comment justement tu arrives à partir de cet exercice à te recentrer sur Mm. le truc où tu as envie de dépenser ton temps, ton argent, ton énergie, etc. Bah, en fait, en général, la plupart du temps, ce qui va bloquer, ce sont les ressources financières et toute la peur de manque qui va aller derrière. Donc, moi, je trouve une petite question d'introspection toute bête, mais qui est extrêmement puissante, c'est de se demander, OK, imagine demain, on te garantit que tu gagnes, je sais pas, 50 000 € par mois. T'as rien à faire, ça tombe tout seul. Genre, il y avait un jeu une fois de la Française des Jeux là, qui s'appelait comme ça, tu gagnais tous les mois, je sais plus comment ça s'appelle. T'as 50 000 € qui tombent tous les mois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et ne viens pas me dire, ah, je glande rien. Non, parce que ça va durer 5 minutes, hein. Ah, c'est bon. Allez, tu vas chez Chanel, tu t'achètes une bagnole, t'achètes ta maison, c'est fait. Après, tu es toute seule dans ton salon, tu n'as plus besoin d'argent. Bah, à quoi tu dépenses? Ton temps, ton énergie, ton argent, tes pensées. Et vraiment d'aller se connecter à, OK, bah, en vrai, si j'étais sûre que ça marche et que j'avais pas besoin d'argent, ce qui me nourrirait, ce serait ça. Et j'ai vraiment fait cet exercice et tu vois, je me suis dit, franchement, je ferais la même chose. Je parlerais d'human design à tout le monde. Je louerais peut-être des plus grandes salles, mais je parlerais à tout le monde. Je voudrais faire des lives, je voudrais le transmettre pour que les gens se connaissent, pour qu'ils apprennent à connaître leurs enfants, leurs conjoints. Je ferais exactement la même chose. Donc de lever ce frein qui est souvent, OK, quand on est en mode autopilote et qu'on estime qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, c'est souvent une question financière. Donc juste une question comme ça, tout est possible. Tu n'as plus de problème d'argent. Qu'est-ce que tu fais? J'adore cette question que je pose aussi souvent à mes Hmm, coachés. Je trouve que c'est l'une des questions les plus puissantes, en effet, pour être sûr que tu étais bien aligné avec c'est ça. ton idéal, quoi. C'est ça parce qu'on a tendance aujourd'hui, malheureusement, même depuis l'école, à aller chercher vraiment d'avoir de l'argent pour faire ce qu'on aime. Oui, c'est bon, je dois travailler, puis quand je suis plus à l'aise, je ferai ce que j'aime. Alors qu'en fait, les vrais coachings de reconversion pro, et par exemple notamment l'exercice de l'ikigai, qui est cette technique japonaise de trouver son essence, elle est de dire, OK, t'aimes quoi? T'es bon dans quoi? De quoi le monde a besoin? Et ensuite, t'essayes de te faire payer pour ça. Ouais. C'est dans ce sens-là, faire ce que t'aimes et comment tu peux gagner de l'argent pour ça. Et je pense que c'est là où tu trouves une raison d'être qui t'anime véritablement. Ouais, carrément. Et quand tu fais ce qui te passionne, enfin, tout est plus simple parce que tu t'ouvres C'est des ça, portes énormes et forcément, l'argent finit par arriver. exactement. Et bien évidemment, on ne part absolument pas tous sur le même pied d'égalité. C'est une réalité. On appelle ça un unfair advantage. C'est un avantage injuste souvent. Mais par contre, j'ai cette conviction qu'aujourd'hui, notamment avec le monde de l'Internet, il y a tellement de ressources gratuites ou même un bouquin à 20 balles qu'il y a vraiment de quoi faire à la hauteur de notre détermination. Et j'ai vraiment cette conviction que tout est possible pour tout le monde. Il y a trop d'exemples, donc il n'y a pas de raison. Je suis comme toi. Moi, je dis la seule truc qui fait que c'est pas possible, c'est si tu te mets un horizon de temps trop Oui, étroit. c'est ça. Mais tant que tu es sur l'échelle d'une vie, ça va Tout est peut-être prendre, faisable. je sais pas, 5 ans. Mais 5 ans, si tu te restes 20 ans à vivre, c'est que tu as gagné 15 ans de kiff, quoi. C'est Donc ça. Il là-dessus, n'y je a pas suis d'objectif trop philosophique. ambitieux. Il n'y a que des deadlines trop ambitieuses. Donc réétale à l'échelle d'une vie. Mm. Peut-être que dans un an, tu dis tu peux pas vivre de ton activité. Ok, mais vas-y, on étale. Dans 3 ans, dans 5 ans, me dis pas que t'as pas réussi à mettre des trucs en place.
Ah oui, effectivement, ouais, non, 3-5 ans, ouais, ça va. Ok, trop bien. Mais vas-y, viens en liste. Mm, carrément. Donc tout est Euh, possible. ouais, tout est possible. Et je trouve que c'est une belle conclusion de cet épisode. En général, je pose la question du coup d'une question de coaching à méditer en marchant. Mais j'ai déjà noté la Ah, question. là, vous avez 2 exercices, allez-y. Voilà, tu garantis Longue 50 000 balade, euros. longue balade. Donc c'est super. Merci à toi, ceux qui nous écoutent, restez bien jusqu'au bout pour votre question de coaching à méditer en marchant. Et Vanessa, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux parce qu'ils ont aimé l'épisode ou autre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Mais moi, je suis très active sur Instagram, donc vous me retrouvez sur mon compte qui s'appelle Sun of Mind, Soleil de l'esprit. Et là, vous aurez des assets, des conseils, du human design et la possibilité, si vous le souhaitez, d'en savoir encore plus avec une mini formation qui est offerte pour que vous puissiez découvrir avec 3 petites vidéos comment vous connaître grâce au human design va, mais vraiment, changer votre vie. Ah, trop bien. Je mettrai du coup le lien de ton compte Instagram en description de Avec l'épisode. grand plaisir. En tout cas, un grand merci Vanessa. C'était ultra Merci à intéressant toi. cet échange. Plein d'espoir pour ceux qui n'ont pas forcément une vie pleine de sens. Et pour ceux qui ont déjà une vie pleine de sens, de bons rappels qui font jamais de mal. Donc un grand merci à toi et à très vite. Merci beaucoup, Alexandra. Bye bye. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Vanessa qui te pose cette question. Si je te garantis 50 000 euros par mois jusqu'à la fin de ta vie, où irait ton temps, ton argent, ton énergie et tes pensées?